Santé et performance, nous avons souhaité organiser des échanges pour présenter nos outils à travers le témoignage d'entreprises qui les ont utilisés et appréciés. Je vais lancer le petit chrono parce qu'effectivement les 20 minutes, pour ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas forcément ma spécialité. Pour l'équipe technique, je vous rassure, je ne me déplacerai pas autant que Philippe Millet, donc ça devrait pouvoir aller mieux pour réussir à me suivre. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on m'a demandé de venir vous parler de la conciliation santé et performance dans le secteur agricole en particulier. En tout cas, c'est autour de ces questions-là qu'on a pu réfléchir ensemble par le passé avec la MSA, je vais y revenir. Et puis, avec un certain nombre d'illustrations qui seront proposées par la suite. Alors, peut-être justement pour vous redire un petit peu, donc c'est pas une photo de moi, hein, vous aurez vu, d'où je parle. Donc je suis psychologue du travail de formation, formé aussi à l'ergonomie, mais plutôt avec des approches relevant de la psychologie du travail depuis 2008. Maître de conférence à l'université d'Amiens, donc l'université catholique de Lille, c'est ma grande collègue Hélène Van Compernol avec qui on a fait un certain nombre de formations pour la MSA. Et puis, effectivement, depuis 2018 à peu près, de nombreuses collaborations avec la MSA, notamment autour de la formation des préventeurs. Alors, vous m'excuserez d'utiliser ici préventeur comme un terme générique, à la fois des conseillers en prévention, des infirmières santé-travail et des médecins du travail, à la mise en œuvre des espaces de discussion sur le travail. Donc je reviendrai un tout petit peu sur ce terme-là. Ça sera aussi l'objet de certaines des illustrations dont vous pourrez prendre connaissance par la suite. Voilà, moi ce que je vais vous proposer, c'est d'aborder 4 questions essentielles. Alors, pour le coup, je vais m'autoriser à aller dans le cliché, c'est ce qui est attendu de l'universitaire. Donc je vais avoir un propos assez théorique, précisément parce qu'on aura ensuite, me semble-t-il, des expérimentations concrètes qui, pour au moins certaines d'entre elles, devraient permettre de se rapporter, dans les deux sens d'ailleurs, aux propos un peu plus théoriques ou globaux que j'aurais pu avoir. Et du coup, ça nous permettra, dans les échanges, d'essayer de lier aussi les deux. Donc je vais peut-être avoir parfois un certain nombre de termes techniques, notamment si je ne veux pas être trop long. Voilà. Vous n'hésitez pas à noter, vous me direz après que ce n'est pas clair et puis on servira de la discussion pour avoir le temps d'expliciter certains aspects. Cette question, alors vous le disiez docteur en introduction, c'est censé aller de soi, la question du lien santé et performance. Pourtant, on serait presque pas là en fait à en parler si c'était si évident que ça. C'est quand même bien un sujet, on sait et on n'ignore pas, et un certain nombre d'entre vous sont en première ligne d'ailleurs sur ces questions, que en fait, la performance elle se fait parfois au détriment de la santé, que le travail peut favoriser la santé mais il peut aussi avoir un impact très important. On a beaucoup parlé de pénibilité au moment de la réforme des retraites et a priori on va être réamené à en parler dans les mois qui viennent. Donc c'est que ce qui devrait être indissociable, ce qui devrait aller de soi, en fait, en réalité, est loin d'aller de soi. Et donc, essayer de comprendre un petit peu ça. Et pour essayer de comprendre cette disjonction qui s'opère entre les questions de santé et les questions de performance, je voudrais partir d'abord d'un double constat. Le premier constat, c'est l'oubli du travail. Alors évidemment, je vais m'expliquer. C'est un paradoxe, mais les organisations du travail oublient le travail. Voilà, je l'assène un petit peu, mais je donnerai quelques éléments évidemment pour étayer cette idée-là. Et puis le second constat, alors je l'ai formulé sous cette formule un peu familière, donc pas si universitaire que ça, ils sont bons à rien, parce que voilà, au gré de mes interventions, c'est quelque chose que j'ai entendu assez régulièrement, alors rarement sur la place publique, sur le ton de la confidence, et parfois même dans des relations qui étaient néanmoins bonnes, ou en tout cas, voilà, une vision positive, mais bon, vous allez voir, ils sont bons à rien, vous allez voir, ils ne prennent pas toujours les bonnes décisions, donc finalement, des représentations assez négatives qui perdurent du management, de la hiérarchie vers les collaborateurs. Alors, le propos ici ne va pas être de dire est-ce qu'ils ont raison ou tort, parce qu'on peut tous avoir en tête certains de nos collaborateurs, et puis voilà. C'est pas avoir raison ou tort, c'est de réfléchir à ce que ces représentations ont comme effet sur le comportement des personnes accompagnées. Donc je m'expliquerai là-dessus. Et à partir de ces deux éléments de constat, c'est d'essayer d'apporter deux alternatives. La question du travail à cœur,
et je m'appuierai notamment sur les travaux d'Yves Clos, qui est un célèbre psychologue du travail que peut-être certains d'entre vous dont vous avez déjà entendu parler. Et puis la question de la délibération sur le travail, les fameux espaces de discussion sur le travail. Donc là aussi, on va les reprendre de façon un peu plus théorique. Je ne rentrerai pas dans les méthodes, vous serez frustrés de dire c'est sympa, mais comment on fait? Et c'est là que mes collègues interviendront. Et donc, tout ça sera parfait. Voilà. Et puis juste quelques conseils lecture à la fin, si vous voulez pousser tel ou tel aspect. Ça compte pas dans les 20 minutes du coup. Parce que Donc un management éloigné du travail. Donc c'est vraiment le point de départ à cause de la multiplication des procédures de contrôle, de l'accumulation d'un certain nombre de normes, le développement des procédures de reporting, la généralisation des objectifs individualisés. Tous ces éléments mis ensemble éloignent à la fois tant les dirigeants que les opérationnels eux-mêmes du cœur de leur métier. Pour le dire finalement assez simplement, voilà. Et combien de managers vivent ça? On passe plus de temps sur notre ordinateur, sur le tableur Excel, que sur le terrain directement. Et voilà, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est notamment le développement d'un ensemble de processus de gestion. Parfait. Voilà, pour le dire un peu vite, je ne vais pas développer ça, mais on pourra, si vous le souhaitez, l'aborder dans la discussion. On peut désigner un coupable. Effectivement, ça n'est pas les managers eux-mêmes, j'y reviendrai, mais c'est ce qu'on peut appeler la bureaucratie gestionnaire. Et on pourrait, voilà, si on avait 2 heures devant nous, refaire l'histoire un peu de l'organisation du travail depuis la révolution industrielle, et que ça soit sous l'effet de la bureaucratie d'un côté, du néo-taylorisme de l'autre, eh bien, on a ces effets conjoints, finalement, de mettre une distance entre ceux qui organisent le travail et puis le travail lui-même, et donc de faire disparaître le travail de l'organisation du travail. On pourrait parler aussi, mais même chose, je le laisse un petit peu de côté, mais néanmoins, c'est aussi des déterminants macroéconomiques. Et là, je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'entre vous qui le vivent. Voilà, l'exacerbération de la concurrence, la globalisation de l'économie fait que pour beaucoup de dirigeants, voilà, la priorité, c'est d'abord la santé financière de l'entreprise. Et quand on est extrêmement préoccupé par rapport à ça, même si on en aurait la volonté, être aussi préoccupé envers les employés, on ne peut pas tout faire. Donc, on parle beaucoup de surcharge cognitive. Ça, c'est un point, à mon sens. C'est que tout ça, ça crée une forme de saturation cognitive pour les dirigeants qui explique en partie, bien plus, je crois, qu'un prétendu manque de volonté, cet éloignement possible du management du travail. Si tu enlèves la petite flèche, ça va se... Voilà. Donc voilà, c'est un management tenu éloigné du travail. Je ne le vois pas comme des managers qui volontairement s'en tiennent éloignés. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences puisque le travail réel est mis à mal. On en reparlera ensemble. Pour le dire schématiquement et rapidement, il y a 2 sorts qui lui sont globalement réservés. Soit il est réprimé, donc c'est les modèles néo-tayloriens, c'est-à-dire une croyance tellement forte dans le travail prescrit que voilà, les écarts à la norme sont chassés, le travail réel, l'activité doit en tout point correspondre à ce qui a été défini par le prescripteur. Et lorsqu'il n'est pas réprimé, finalement, il est ignoré. Puisque ça, c'est par exemple le management par objectif, mais aussi l'entreprise libérée, par exemple, dont je ne parlerai pas, mais c'est peut-être un modèle que vous avez en tête, où on passe d'un extrême à donner énormément d'autonomie, mais du coup, on ne se préoccupe plus véritablement du travail réel. En gros, c'est fais comme tu veux, voilà, fais ça et fais comme tu veux. Mais du coup, débrouille-toi et reste seul face aux difficultés qui peuvent survenir dans l'exercice de ton travail. Alors tout ça, ça engendre de multiples symptômes, des marges de manœuvre réduites, et là encore, à la fois pour les managers, particulièrement pour les managers de proximité, mais y compris pour des dirigeants dont les responsabilités sont plus larges, des marges de manœuvre réduites évidemment pour les opérationnels eux-mêmes en raison de l'accumulation de toutes ces normes. Ça conduit aussi, et ça c'est sans doute l'un des éléments les plus graves, on y reviendra, à une représentation simplificatrice du travail réel, puisque quand on voit quelque chose de loin, dans tous les domaines, on en a toujours une représentation simplifiée, et plus on ignore le travail de l'autre, et on y reviendra peut-être, plus on a tendance à se dire c'est facile, voilà. Et ça vient de cet éloignement. Et c'est aussi, dernier point sur lequel j'insisterai, l'étouffement de la subjectivité du travail. Là aussi, je n'aurai pas le temps de développer, mais le travail, c'est aussi le travail vivant. Ce n'est pas juste l'accumulation de normes, de procédures, c'est des personnes qui le réalisent. Ce qu'elles font les affecte. Ça peut être source de fierté, ça peut être source de frustration. Et ces éléments-là, là aussi, tendent à être étouffés.
Et donc tous ces symptômes ont en bout de chaîne des conséquences assez lourdes que vous connaissez bien. La question du manque de reconnaissance sur laquelle on revient souvent, mais parfois on n'y met pas un contenu très très concret. Le manque de reconnaissance, c'est notamment cette invisibilisation des efforts que font les personnes. Je me démène pour essayer de faire mon travail correctement face à tout un ensemble de contraintes. Et c'est lorsque je ne vais pas y arriver que, boum, la sanction va me tomber dessus. Mais toutes les fois où j'arrive à vaincre ces difficultés, bah, finalement, ça reste assez invisible. Dépression à la conformité, bah, ça on va passer, je suis déjà en retard. Dépression à la conformité qui vont entraver les possibilités d'initiative des personnes et donc le gisement d'innovation pour les entreprises. Donc on voit bien aussi là très clairement le lien avec la performance. Et puis à nouveau, ces deux extrêmes qu'on repère assez souvent, soit des tendances à un excès de cadre, où le cadre ne devient plus facilitant pour le travail mais devient une contrainte, ou au contraire, on bascule dans l'autre versant et une absence de cadre. Et ce n'est pas mieux non plus parce qu'on a besoin de cadre, j'y reviendrai, pour pouvoir faire le travail correctement. Donc ça, c'est le premier constat sur l'oubli du travail. Le deuxième constat, c'est cette persistance de représentations négatives. Alors, dans les deux sens, je vais me centrer plutôt ici sur les représentations de la hiérarchie des managers, des dirigeants envers leurs collaborateurs, mais évidemment, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. On pourrait parler aussi des représentations entre les pairs dans les équipes. Je vais me centrer essentiellement sur ce qu'on pourrait appeler les représentations descendantes pour insister sur le fait qu'elles ont un pouvoir qu'on appelle performatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense quelque chose de telle façon, eh bien s'enchaîne, et je ne développerai pas forcément ça, mais on y reviendra, tout un ensemble de mécanismes d'interaction entre les personnes qui vont augmenter la probabilité que la prédiction se réalise. C'est ce qu'on appelle en psychologie les prophéties autorisatrices. On les a d'abord montrées avec les enseignants, par exemple. Vous avez dû en entendre parler. Si un enseignant est persuadé que tel élève est mauvais en maths, il va lui renvoyer cette image-là, l'élève va se décourager, réduire ses efforts, ses résultats vont effectivement être réduits. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les prophéties autorisatrices peuvent être aussi positives. Si on est persuadé que l'élève est bon, alors on va générer chez lui un comportement de plus grande implication. Eh bien en fait, ce qui fonctionne dans la relation enseignant-élève, ce qui fonctionne dans la relation de couple, je ne ferai pas de digression, mais on l'a montré aussi dans ce cadre-là, eh bien ça fonctionne aussi dans la relation entre le hiérarchique et ses équipes. Quand on part de l'idée que les travailleurs n'auraient pas la volonté de bien faire, on interagit avec eux de certaine façon, on met en place des mécanismes de contrôle qui conduisent plutôt à se désengager, à se dire finalement, si voilà, mon chef est persuadé que de toute façon je ne fais pas mon maximum, je vais essayer un petit peu, mais la représentation négative ne bouge pas, je lâche l'affaire assez rapidement. C'est pour ça que je parle d'hypothèses qui s'auto-alimentent. Et c'est pour ça que mon propos, ce n'est pas tant de dire est-ce qu'on a raison ou pas en tant que dirigeant, moi en tant qu'enseignant, voilà, d'avoir des représentations négatives d'un collaborateur ou d'un élève. On a nos raisons et elles sont... Voilà. C'est simplement que si on laisse ces représentations négatives, si on n'essaye pas quelque part de les dominer et de les empêcher, en fait, elles vont renforcer ce qu'on cherche à éviter. Et ça, cette représentation négative, elle est quand même assez profonde parce qu'en fait, elle est le fondement idéologique, parce que c'est plus idéologique que réellement scientifique, de la séparation entre les décideurs d'un côté et les exécutants. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de raisons que certains décident tandis que d'autres ne participeraient pas aux décisions, si ce n'est sur le présupposé qu'ils n'auraient pas nécessairement les compétences, l'implication, les qualités pour participer à ces décisions. Et le problème, parce qu'encore une fois, on peut voir les choses comme ça ou autrement, si c'est question d'idéologie, la science n'a pas à se prononcer là-dessus, le problème, c'est que ça a des effets dramatiques. Ça a des effets dramatiques sur l'implication au travail, ça a des effets sur l'efficacité des décisions qui sont prises parce qu'elles ne sont pas suffisamment en connexion avec ce qui remonte du terrain. Donc on peut être un chef brillant, mais on n'est pas omniscient. Et donc, si on n'a pas cette capacité d'avoir les relais d'information, forcément, les décisions vont être altérées. Et puis, ça a aussi des effets sur le développement des compétences, puisque si on part de l'idée qu'on est sur des collaborateurs un peu poussifs, forcément, on ne va pas mettre comme une priorité première de développer leurs compétences. Et là aussi, vous voyez bien, au-delà de la santé, l'impact que ça peut avoir sur la performance. Et donc, l'idée, c'est de partir d'une hypothèse de départ positive, c'est-à-dire de partir de l'idée que les travailleurs sont préoccupés de la qualité de leur travail, qu'ils n'ont pas besoin, comme on l'a longtemps pensé, y compris en psycho d'ailleurs, d'une carotte ou d'un bâton, comme des automates qu'on ferait avancer. Ils ont des ressorts, des motivateurs internes. Et si tu peux juste mettre la croix rouge, juste la dernière. Ouais.
Mais évidemment, il y a des conditions. Il y a des conditions pour ce travail bien fait, pour cette implication dans le travail. On identifie essentiellement 3. Hein. La question du sens, on en parle souvent, hein, donner du sens à ce qu'on fait. La question d'avoir les ressources pour faire face aux exigences de l'activité. Et on verra que c'est notamment là-dessus, sur cette question de l'allocation des ressources et de l'identification du manque de ressources, que se situe la valeur ajoutée fondamentale, à mon sens, hein, d'un management qui chercherait à concilier santé et performance. Et puis la question de la reconnaissance, hein, telle qu'on l'explicitait tout à l'heure. Sens, autonomie, compétence et reconnaissance. Et j'en viens, puisque je suis évidemment pas trop en avance, sur quelles alternatives on peut essayer de dessiner et qui en partie hein, vont voilà, avoir nourri finalement les expérimentations qui vous seront présentées par la suite. D'abord, c'est d'avoir tous un même objectif bien défini, d'être clair là-dessus, qui est la question de la qualité du travail. Et d'ailleurs, par la suite, je parlerai beaucoup plus souvent de qualité du travail que de performance. On en reparlera tout à l'heure, mais le terme de performance, c'est quand même un terme un petit peu valise. Voilà, quel type de performance? Par exemple, la performance financière, elle n'est pas nécessairement synonyme de qualité du travail et ça peut même aller dans des directions contraires. Par contre, si on prend par performance la question d'un travail de qualité, d'un travail bien fait, alors là, on a la possibilité d'un liant entre la question de la santé et la question de la performance, puisqu'on a, nous aussi, beaucoup de travaux en psychologie qui montrent que ce sentiment de faire un travail de qualité est un déterminant important de préservation de la santé. Hein, quelque chose, par exemple, un déterminant important de l'épuisement professionnel, c'est, voilà, on parle beaucoup d'autres choses parfois, mais ça, c'est un élément vraiment important qui est, j'ai le sentiment de ne pas réussir à faire un travail de qualité, et ce n'est pas de temps en temps, ça devient chronique. Et l'impact sur la santé se déroule par la suite. Donc je ne développe pas, mais j'ai mis sur la diapo que vous voyez plus ou moins bien d'ailleurs, un modèle de la compétitivité qualité, parce que ça pose aussi ces questions-là. Hein. C'est quoi être compétitif? Hein. Et là, on parle qu'être compétitif, c'est faire un travail de meilleure qualité que le concurrent. Et ça veut dire aussi sortir de modèle de compétitivité coût. Hein, être compétitif, c'est être moins cher que le concurrent. Mais forcément, c'est peu compatible avec tout ce que je vais vous présenter par la suite. Hein, donc je ne développe pas, mais il faut avoir quand même ce présupposé-là en tête. Donc ça implique de se préoccuper du travail réel. Alors qu'est-ce que ça veut dire, se préoccuper du travail réel? C'est le travail, hein. Il ne s'agit pas tant de prendre par la main les travailleurs comme des enfants, c'est précisément pas ce qu'il faut faire, mais c'est quelle régulation on va opérer, quelles ressources développer pour faciliter le travail. Hein, quelque part, ça tient en une question relativement simple et on verra qu'autour de cette question, on peut développer tout un ensemble de méthodologies pour aller, voilà, avoir des moyens concrets pour pouvoir aboutir, dérouler cette ficelle-là. Mais l'idée de départ, c'est ça. Quelle régulation opérer? Hein, donc on entend bien que le travail de qualité, ce n'est pas un travail dérégulé. Hein. C'est pour ça qu'on a quelques critiques avec l'entreprise libérée. Bon, faites comme vous voulez, vous êtes autonome, on supprime la hiérarchie, ça ne sert à rien. Non, la hiérarchie, c'est fondamental. Mais des règles, non pas pour contraindre le travail, mais des règles pour faciliter ce travail. Et là, elles sont présentes. Hein. Elles sont présentes parce qu'on a beaucoup de discours qui sont soit j'ai trop de contraintes, mais comme je disais tout à l'heure, on a aussi beaucoup de discours, je suis trop laissé voilà, dans la nature. C'est modifier les rapports entre la règle et l'activité, hein, travail prescrit, travail réel. C'est adapter le prescrit au réel, donc c'est cette idée-là, hein, c'est-à-dire de partir des besoins du travailleur, de son activité, des travailleurs au collectif, on reviendra sur la dimension collective du travail, et de se dire que voilà, finalement la fonction de la hiérarchie, c'est pas de venir mettre un cadre dans lequel cette activité devrait à tout prix rentrer au point de se comprimer, mais c'est de créer un cadre qui est fait sur mesure par rapport aux besoins de cette activité. Ça n'est pas supprimer le prescrit, c'est adapter le prescrit aux besoins de l'activité. Et notamment, et ça je pense que c'est vraiment l'un des aspects fondamentaux, mais ça prend du temps, et donc il faut pour ça que les managers, et en particulier la hiérarchie de proximité, aient du temps à consacrer sur le terrain. Hein. C'est pour ça que je démarrais sur des constats de qu'est-ce qui empêche les managers de pouvoir y consacrer autant de temps que ça serait nécessaire. Eh bien, c'est de recenser tout ce qui entrave la qualité du travail. Et là, on revient sur des choses d'écoute, voilà, d'être profondément à l'écoute de ce que remontent les salariés, des plaintes qui sont, et qui révèlent très souvent, quand on dépasse un peu le registre de bon, c'est toujours les mêmes qui se plaignent, quand justement on évite de retomber sur des représentations négatives et qu'on analyse ces plaintes, en fait, on voit très souvent que ça révèle ce que nous on appelle du travail empêché.
hein, qui va pouvoir se formuler autrement, mais ce nouveau, voilà, je n'ai pas les moyens de faire mon travail correctement, ça crée des conflits de valeurs, ça crée un impact négatif de mon travail sur le plan subjectif. Et donc voilà, le rôle du manager, c'est pas tant est-ce que vous allez bien, hein, c'est est-ce que tu as les moyens de bien faire ton travail aujourd'hui. Et si les managers pouvaient passer un temps considérablement plus important à poser cette question individuellement, collectivement aux membres de leur équipe, et ben cette association qui s'est un peu déconnectée entre santé et performance, à mon sens, c'est là qu'elle pourrait retrouver la voie de se réunifier. Et dernier aspect que je voulais aborder avec vous, la question de la délibération sur le travail. Je vous mettrai notamment une référence pour parler de l'entreprise libérée, qui a un modèle qui était beaucoup en poupe, que je vous expliquais pourquoi il avait un certain nombre de limites. Nous, on parle plutôt d'entreprise délibérée. Délibérée dans le sens de la délibération. Et d'ailleurs, on utilise le terme d'espace de discussion sur le travail parce que c'est le terme de l'ANI sur la santé de 2013, c'est le terme de l'ANI 2020. En réalité, si on veut dire ce que c'est un espace de délibération. Ce n'est pas discuter pour discuter, c'est la discussion en soi a déjà un effet, hein, parce qu'elle permet de recréer du collectif, mais elle est utile quand elle mène vers la délibération, c'est-à-dire quand elle nourrit véritablement les processus de prise de décision, lorsqu'elle est ce moyen qui permet d'adapter le prescrit au réel. Donc élaborer collectivement, élaborer quoi? Eh bien, définir dans la concertation les critères et les modalités du travail bien fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres aspects qui gagnent à être mis en discussion, hein, mais le cœur, nous semble-t-il, de la qualité de vie au travail, le cœur de la santé, mais en fait aussi le cœur d'une performance qui serait une véritable performance partagée, c'est ça. La définition concertée, en mobilisant les différents métiers, en mobilisant les différents niveaux hiérarchiques, des critères du travail bien fait et des modalités. Hein. Qu'est-ce que c'est que bien faire son travail et comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Donc ça passe par ces fameux espaces de discussion sur le travail. Comme je suis déjà à 20 minutes, je ne vais pas développer et puis on va les illustrer juste après. Juste préciser que ces espaces de discussion sur le travail ont bien pour fonction de rendre visibles les tensions dans le travail pour y apporter des solutions. Hein. Mais il ne s'agit pas, même si on a le droit aussi, hein, voilà, simplement d'être ensemble pour partager toutes nos réussites et puis de rester sur la dimension un petit peu consensuelle parce qu'en fait, c'est précisément les tensions du travail qui nous montrent les potentiels à la fois d'amélioration de la santé, mais aussi d'innovation. C'est là où on voit ce qui coince, c'est là où on voit ce travail empêché, c'est là où on voit ces frustrations. Et donc, il ne faut surtout pas avoir peur de mettre ça sur la table. On se dit parfois, mais si on met les tensions sur la table, alors là, on ne va plus rien contrôler. En fait, nous, ce qu'on observe, c'est exactement l'inverse. Hein, c'est-à-dire lorsque ces désaccords ne sont pas confrontés au sens sain du terme, hein, ce n'est pas un conflit, la confrontation. Hein, c'est juste deux personnes qui expriment des points de vue différents. Quand ces différences ne sont pas confrontées, c'est là qu'elles dégénèrent en conflit. Et c'est là qu'elles peuvent se cristalliser parfois de façon assez considérable avec le temps. Une discussion qui doit être aussi libre que concrète. Libre, parce que si dès le départ on dit, bon, on échange avec le collectif de travail voilà, autour de leurs préoccupations, mais en gros, vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ça, vous ne parlez pas de ça, vous n'abordez pas ça, en fait, la discussion, elle se freine tout de suite parce que le travail, c'est un liant, en fait. Hein. Il va toucher aux questions de compétences, il va toucher aux questions de formation, il va toucher aux aspects matériels d'organisation du travail. Donc, on rentre par une question, mais en fait, on va faire des liens avec tous les déterminants ensemble. Mais concrète, extrêmement concrète, hein, c'est de partir du quotidien de travail des personnes. Et là aussi, on pourra rediscuter ensemble de quelles méthodes permettent de faciliter ça. Ce n'est pas une discussion hors sol comme je suis un peu en train de faire, c'est une discussion ancrée véritablement dans des situations précises. Et donc, je le disais, espace de délibération, hein, de la discussion à la décision. Alors ça implique deux choses. Ça implique d'abord, et ça rejoint ce que je disais sur les représentations, de réhabiliter l'expertise des opérateurs, des travailleurs, des professionnels dans la participation aux décisions prises sur leur travail. Et donc de partir, de se présupposer. Ils ont des compétences, leur avis compte dans les décisions qu'on prend et qui vont impacter leur façon de travailler. C'est aussi simple que ça, mais c'est pour ça que j'insistais sur la question des représentations, parce que quand on n'arrive pas vraiment à adhérer à ça, quand on n'arrive pas à faire le pari
de se dire « Ok, c'est comme ça qu'on va essayer d'organiser le travail », en fait, ça coince toujours et c'est un peu surfait. Et puis, voilà, espace de décision. Alors, ça ne veut pas forcément dire, et je conclue vraiment là-dessus, que l'espace de discussion lui-même est l'espace décisionnaire, qu'on doit prendre toutes les décisions au vote, par exemple, ou que sais-je. Encore une fois, le manager garde son pouvoir hiérarchique, garde son pouvoir d'arbitrage, dont on verra qu'il est assez souvent nécessaire, quand un consensus n'émerge pas. Mais l'espace de discussion doit être relié à cette prise de décision. C'est-à-dire que la décision peut être tout à fait individuelle. Par contre, elle s'est nourrie des échanges collectifs qui ont eu lieu dans les espaces précédents. Il n'y a pas une déconnexion entre ce qui s'est dit et puis les décisions qui sont prises par la suite. Et je me tais, parce que le temps est écoulé. Voilà, vous verrez, mais quand vous aurez le support, quelques lectures qui sont assez facilement accessibles sur la délibération, sur le travail, sur cette question de mettre le travail au cœur de l'organisation. J'ai mis aussi un petit article, parce que nous, on a tellement l'habitude, les psys et les ergots, là, travail prescrit, travail réel. Voilà. Si ce n'est pas si clair, cette affaire-là, vous trouvez ce petit article en accès libre sur Internet. Et voilà, c'est fini, je pense. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste une précision pour les diapos, pour ceux qui ne voient pas, comme il y aura les vidéos qui seront faites, les diapos seront incorporés dans la vidéo. Alors, pour revenir un peu sur ce qu'a dit David, donc délibérer sur le travail, comme il a exprimé, ça s'ancre bien sûr dans le concret, par des méthodes utilisées, et là justement, on va solliciter les 3 entreprises qui vont nous expliquer comment indirectement elles ont maîtrisé tous les concepts qu'a pu présenter David. Bon, on a un peu la pression du coup. Alors, voilà. Alors les premières qui vont intervenir, donc elles vont intervenir à 2 voix, c'est donc l'entreprise IMSA, donc c'est une entreprise qui travaille dans le tertiaire. Vous verrez aussi que les 3 entreprises qui vont intervenir sur des filières différentes. Donc IMSA c'est le tertiaire, c'est l'informatique, pour faire simple. Donc il y aura 2 interventions, il y aura Claire Mallory, secrétaire générale et DRH qui interviendra, donc elle peut déjà se lever et arriver sur le pupitre. Et il y aura ensuite Hélène Martin-Tronche, manager santé, prévention, QVCT et RSE. Donc vous pouvez venir, et pour elle, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même, on a évité les bouteilles en plastique, on a mis des bouteilles en verre et des verres en verre. Voilà, pour éviter de rejeter, on s'est dit ça fera plaisir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Ils vont en fait nous témoigner sur comment l'entreprise, dans le cadre d'une transformation, a essayé de concilier santé au travail, santé des salariés et efficacité ou performance de l'entreprise. Alors il y a un petit changement par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous allez avoir chacune votre micro. Donc il est là en bas et ma tranche, celui-ci. Du coup, merci beaucoup. On peut déborder un peu. Bon, difficile de passer derrière David Cassel, mais on va essayer quand même de vous témoigner. Oui, bon, voilà. Donc on va essayer de vous témoigner notre expérience au sein d'IMSA. Donc IMSA, en fait, c'est une entreprise toute jeune, puisqu'elle a été créée en 2019, et c'est l'informatique de la MSA et des parties prenantes, parce qu'on travaille aussi pour d'autres partenaires, entre autres RATP ou d'autres assemblées nationales, si on peut les citer. Donc l'informatique de la MSA, c'est la réunion de plusieurs petites entreprises d'informatique qui faisaient du développement informatique et de la production informatique. Donc des entreprises réparties partout en France, mais qui avaient plutôt une ambiance familiale, qu'on a réunie au sein d'une grosse entreprise qui devient une entreprise de 1000 personnes, multi-sites. Et vous me voyez venir, on a été réunis en 2019, plus d'autres sites qui nous ont rejoints en 2021, donc dans une période où on n'a pas pu se rencontrer. Et il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble. Donc ce qui nous a amené avec les équipes, et surtout l'équipe prévention, à réfléchir sur comment on va travailler ensemble, construire ce collectif pour être performant.
Parce qu'il faut être performant, ça c'est la demande de nos tutelles. Il faut qu'on produise des produits informatiques qui répondent aux attentes des caisses de MSA partout en France, mais derrière les caisses, ce sont des adhérents. Donc on doit délivrer du service public, de qualité, innovant. Donc on est toujours à assurer une veille technologique sur ces produits informatiques pour avoir un niveau d'expertise et avec un niveau assez élevé en matière de proposition de solutions innovantes. Donc être à l'état de l'art pour répondre à ces demandes. Et donc on continue à développer des produits avec les ressources. On parlait tout à l'heure de compétences. Donc il faut qu'on anime aussi un collectif humain pour avoir des compétences qui délivrent sans arrêt et qui répondent. Alors, on a délivré par exemple le produit, l'appli Covid en une semaine. Donc répondre à la demande sans arrêt. Donc la performance, on était au cœur du sujet. Et puis enfin, on est toujours très attentif à tout ce qui se passe en matière de nouvelles méthodes. Donc je vous parle de transformation parce que notre entreprise, finalement, elle est sans arrêt mobilisée sur ce sujet pour répondre à la satisfaction de nos clients, qui sont très exigeants, parce qu'aussi on emploie des méthodes agiles. Donc ce sont des méthodes où on donne plus de poids à chaque collaborateur. Donc il est censé être plus responsable, il a plus de droit à l'erreur, il expérimente. Tout ça encore tourné vers ce système de performance pour être plus réactif, plus efficace. Et donc, c'est des méthodes qu'on emploie maintenant au quotidien et qu'on a développées avec le troisième pilier de chez nous, cette performance recherchée, qui est la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, la qualité de vie au travail, c'est un axe fort au sein d'IMSA pour nos collaborateurs. Donc du coup, on a essayé d'expérimenter, nous aussi, au niveau RH, et de chercher des méthodes qui seraient intéressantes pour nos collaborateurs. Donc là, on vous a présenté les piliers de la QVCT. Et dans cette marguerite, donc, il y a bien sûr les relations au travail, le climat social. Mais pour arriver à avoir un climat social, il faut qu'il y ait du dialogue social, il faut qu'il y ait un sens. On parlait du sens, on parlait du contenu du travail aussi, très important. Et les compétences, on en a parlé, et le management participatif. Voilà, donc ça, c'est vrai que ces 4 pétales, pour nous, étaient très importants dans l'environnement incertain qu'on a connu sur ces dernières années. Je passe la parole à Hélène. Donc je vais prendre la suite. Donc comme on vous le disait, merci Mathilde, on était donc dans un contexte à la fois de transformation et de recherche, comme le disait Claire, de nouvelles méthodes et d'amélioration continue, si on peut le dire comme ça, autour de la qualité de vie et des conditions de travail pour nos salariés. Cette transformation, et notamment la culture agile et la QVCT, on a pu rapidement identifier qu'il y avait des points communs entre ces deux sujets. Et ça a été abordé aussi par David Castel, je pense, tout à l'heure, à savoir l'autonomisation et la responsabilisation des collaborateurs, également leur implication dans les prises de décision, la collaboration, l'écoute, l'apprentissage continu, et enfin un rôle du manager qui évolue, le manager étant plus vu, en tout cas dans certaines situations, comme un facilitateur d'un collectif, je vais y revenir rapidement, que juste un décideur. Donc ce rôle de facilitation, qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est changer de posture pour le manager, là où il est peut-être un décideur, un chef,
c'est de se mettre en position d'aider son collectif de travail à pouvoir résoudre des problèmes, à pouvoir identifier des plans d'action, tout ça en collectif. Et ça, c'était vraiment un axe fort tant de l'agilité que de la QVCT. Sur ces entrefaits, nous avons eu la chance, grâce à la MSA Midi-Pyrénées-Nord et notamment à Mathilde Deviot qui est au niveau du service santé-prévention, de découvrir les espaces de discussion sur le travail. Donc nous étions en 2018, et je me tourne vers David, puisque nous avons eu la chance de participer à une journée comme la MSA en propose tous les ans sur la prévention des risques. Et nous avons pu découvrir ces espaces de discussion sur le travail. Et là, on s'est dit, ça correspond complètement à la philosophie que l'on veut voir se développer tant dans les méthodes agiles que vis-à-vis de la qualité de vie au travail de nos salariés. Voilà. Donc, vraiment, on s'est dit, ces outils-là, ça doit être un bon moyen de concilier ces deux éléments. Donc voilà, on était en 2018. Et puis vous allez voir, ça a pris un peu de temps, mais on arrive petit à petit à les mettre en place. Alors concrètement, alors on parle souvent d'EDT, c'est le cycle du coup d'espace de discussion ou de délibération, je sais plus, mais sur le travail. En quoi ils sont, qu'est-ce que c'est, et puis en quoi ça peut être des dispositifs de santé et de performance. Donc ces espaces de discussion sur le travail, ils sont définis par l'ANACT. Alors l'ANACT, je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, qui fait un peu référence à la matière. Donc je vais vous lire la définition, c'est un peu long, mais bon, ça mérite d'être complet. Donc les espaces de discussion sur le travail sont des espaces collectifs, donc vraiment l'importance du travailler ensemble et de mettre en débat, qui permettent une discussion centrée sur l'expérience de travail. Donc on rejoint ce que disait David Castel tout à l'heure sur le travail réel. Qu'est-ce que concrètement les salariés vivent. Donc l'expérience de travail et ses enjeux, les règles de métier, le sens de l'activité, les ressources, les contraintes. Cette discussion se déroule suivant des règles co-construites avec les parties prenantes. Les espaces de discussion sont inscrits dans l'organisation du travail. Ils s'articulent avec les processus de management et les institutions représentatives du personnel et visent à produire des propositions d'amélioration des décisions concrètes sur la façon de travailler. Voilà, donc ça c'est la définition, on va dire, un peu littéraire de ce que c'est. Donc vous allez me dire, ça reste encore très théorique, certes, mais on va venir à des exemples plus concrets. Donc pour vous expliquer comment au sein d'IMSA, on est arrivé à mettre en place ces espaces de discussion, ça s'est fait pas à pas. Alors IMSA, comme le disait Claire, c'est une grosse structure, on est environ 1000 collaborateurs. Donc ça a pris du temps. Je le lis à la taille de l'entreprise, il peut y avoir une certaine inertie, ce n'est pas forcément le cas partout. Et dans une structure plus petite, c'est complètement transposable, je pense, mais ça peut peut-être aller plus vite. Toujours est-il que nous, on a été dans une démarche pas à pas. 2018, donc on prend connaissance de l'existence des espaces de discussion sur le travail. On a choisi de passer par une phase de test. Donc, on a dit on va commencer par une équipe qui a bien voulu tester. On a fait un premier EDT avec eux, suivi d'un bilan qui était positif. Et partant de là, on s'est dit ok, ça nous correspond, ça a l'air de porter ses fruits. Donc, on est passé par une phase de formation d'un premier groupe de managers, 7 managers qui étaient volontaires, et puis de notre équipe de préventeurs en interne. Donc à l'issue de cette formation, nous avons pu commencer à expérimenter un peu plus largement ces espaces de discussion. Donc je vous ai mis 3 exemples de sujets qui ont pu être traités dans ce cadre-là. Le premier, c'est connaître le travail de chacun pour mieux travailler ensemble. Donc on l'a dit tout à l'heure, on est l'issue de fusion. Donc il y a des personnes qui travaillent aujourd'hui dans la même équipe, mais qui pour autant ne connaissent pas forcément très bien les contraintes et le métier de l'autre. Un autre exemple sur gagner en maîtrise sur la charge de travail. Donc ça, c'était dans une équipe administration RH, donc sur un autre sujet, où il y a une charge de travail importante. Donc l'idée, c'était de la mettre en débat et de pouvoir identifier des marges de manœuvre. On y reviendra. Et puis un troisième exemple sur quelle organisation face aux restrictions budgétaires. Comme toute entreprise, il y a parfois des projets qui sont prévus puis qui prennent du temps à être financés, et une équipe était concernée par ce sujet-là, et donc ça a également été mis en débat et discuté.
En parallèle de ça, on a pu aussi mettre à disposition au niveau de l'équipe santé prévention nos compétences sur des sujets qui étaient majeurs chez nous et qui le sont toujours d'ailleurs, sur la charge de travail, le travail de qualité ou le travail hybride. Donc voilà un peu des exemples de ce qui peut être discuté, mis en débat. Peut-être juste, je voulais souligner aussi que la mise en place de ces espaces de discussion sur le travail, ça a été fait aussi de façon travailler avec les élus du CSE qui étaient tout à fait partants pour qu'on déploie ce type de dispositif, puisque aussi étaient convaincus que ça allait dans le bon sens en matière de qualité de vie au travail. Alors en termes de résultats, de bénéfices et de risques, sur les bénéfices, les risques, peut-être vous donner deux exemples concrets d'outils ou d'exercices, je ne sais pas très bien comment on peut les qualifier, pour après que vous compreniez mieux les bénéfices et les risques. Il y a par exemple un petit outil qui est très puissant finalement, qui s'appelle fierté-frustration. On a abordé ces deux termes tout à l'heure. L'idée, c'est de demander aux personnes qui font partie de l'atelier de travail de citer sur la semaine passée 2 fiertés, 2 frustrations professionnelles. Et en fait, on se rend compte que ça va permettre de faire émerger ce qui permet de faire un travail de qualité. En général, on en est fier. Et à l'inverse, ce qui a pu être frustrant, ça va être ce qui est un frein, ce qui va plutôt générer une qualité de travail dont on ne va pas forcément être satisfait. Et ça, donc, c'est un petit outil vraiment simple qu'on peut mettre en place au sein des espaces de discussion sur le travail. Et qui est assez puissant. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui s'appelle l'instruction au sosie. Alors là, on imagine, en général, ça se fait en binôme, voire en trinôme. Donc, on va dire 2 personnes, un instructeur et son sosie. Et l'instructeur, on va imaginer que le lendemain, il est absent et il faut qu'il fasse passer à son sosie toutes les consignes possibles pour que personne ne s'aperçoive de la substitution. Alors ça paraît rien, mais en fait quand on fait l'exercice, on se rend compte qu'on va être amené à parler de son travail comme on le fait rarement, avec un degré de précision. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Ça, on en parle rarement. Avec qui je le fais? Comment j'interagis avec mes collègues, etc. Et là aussi vont émerger des choses, ça facilite finalement l'expression de comment on travaille, de ce qui fait ressource pour nous, de ce qui est plus contraignant. Et l'idée, c'est que ce binôme, ils comprennent mieux le travail l'un de l'autre. Voilà, c'était 2 petits exemples qui permettent donc d'illustrer les bénéfices et les risques que vous voyez écrits ici. Je pense qu'un des bénéfices, le premier, c'est la prise de conscience de comment travaille l'autre, de ce qui fait sens pour lui, des difficultés qu'il peut rencontrer. Par là même, les collectifs de travail sont renforcés. Quand on comprend mieux les contraintes de son collègue, on va être plus attentif, je sais pas, au délai qu'il nous demande par exemple. Tout ça va favoriser un certain alignement, une vision commune finalement. On arrive à mieux se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on cible comme objectif. Un autre intérêt, c'est également au travers des espaces de discussion, on va pouvoir se sentir acteur, on va renforcer son autonomie. Voilà, clairement, on l'a dit tout à l'heure, mais on part du travail réel, c'est les opérateurs, ceux qui font, qui mettent en débat. Donc globalement, ils vont pouvoir identifier les bons leviers pour améliorer une situation de travail, par exemple. Ça peut favoriser également l'apprentissage, la prise de recul, qui là aussi, on sait, est importante en matière de santé, au travail notamment. Alors, et puis après, concrètement, on peut travailler sur des irritants, des dysfonctionnements. Ça permet aussi de travailler concrètement un sujet. Notre exemple sur les bénéfices, l'identification de marge de manœuvre, on en a parlé aussi tout à l'heure. On peut parfois se sentir très mal quand on a l'impression d'être bloqué dans une impasse. Si on peut identifier, notamment avec ses collègues, des marges de manœuvre. Là aussi, c'est plus facile de bien vivre son travail. Et puis, donc, mais je l'ai déjà dit un petit peu, ça peut relever donc, des dysfonctionnements, les réussites, etc., qui peuvent être mises en exergue lors de ces discussions. En termes de risques, alors on en a cité quelques-uns. Alors le premier, en tout cas qu'on a vu chez nous, mais encore une fois, peut-être parce que c'est lié à la taille de la structure, c'est que on avait bien identifié
que l'équipe qui allait faire un espace de discussion pourrait être tentée de proposer des choses qui dépassent son périmètre de décision. Et du coup, il fallait que les choses soient quand même assez claires, qu'ils se concentrent sur ce que eux, ils pouvaient changer. Moi, je vais prendre un exemple. S'il y a un outil, proposer les congés qui ne leur plaît pas, mais que c'est un outil d'entreprise, il est peu probable qu'à l'issue de l'espace de discussion, la décision soit prise de complètement changer sans concertation des autres équipes. Voilà. Donc ça, c'était vraiment important pour nous, dans une structure comme ça, de taille importante, de bien clarifier ce sujet-là. Ça peut être vécu aussi comme une réunion de plus. Alors ça dépend des contextes, mais dans une entreprise informatique où on travaille beaucoup en collaboratif, des réunions, je vous assure qu'il y en a beaucoup. Donc c'était important aussi de le présenter, pas comme une réunion de plus, mais comme faisant partie du travail. Et puis, un peu comme en lien avec le périmètre d'autonomie, la réactivité, voilà, ça peut être source de frustration aussi. On a des process, on a des temps de mise en place des choses qui peuvent être un peu longs. Et donc, voilà, on savait qu'il fallait aussi bien prévenir que ça ne serait peut-être pas immédiat en termes de modification des sujets d'irritants, par exemple. Donc, que tout le monde soit conscient que ça pouvait prendre un peu de temps. Une certaine inertie, mais à 1000, des fois, ça peut se comprendre aussi. Et puis, dernier risque, c'est sur les participants, mais c'est inhérent finalement à tous les groupes de travail. Il peut y avoir des personnes qui vont être en contradiction, plus ou moins systématique, ou en retrait. Et là, finalement, c'est la compétence de l'animateur qui va faire que tout ça se régule et que chacun participe dans le cadre donné, quoi. Voilà, je pense que moi aussi je déborde largement, mais on est à peu près, je pense, au bout de ce qu'on voulait vous présenter. Donc, en matière de résultats, je vous ai donné les deux exemples, l'instruction au sosie ou fierté et frustration. On a vraiment pu voir que dans les équipes où ça s'est fait, les réactions, ça a été j'imaginais pas que tu faisais ça, tiens, je comprends mieux pourquoi tu me demandes tel sujet à telle date et que c'est impératif pour toi, etc. Donc des vraies prises de conscience des contraintes de l'autre et de ses ressources, de ce qui pouvait être stressant aussi pour l'autre, là où on a tous nos perceptions et nos façons de voir qui peuvent être différentes. Donc la mise en débat de tout ça a permis ces prises de conscience-là et donc une meilleure compréhension dans les collectifs de travail. Et puis on voit aussi que petit à petit, ces pratiques, elles s'intègrent dans les pratiques managériales, donc à notre plus grand bonheur, puisqu'on est convaincu et que si ça peut essaimer, c'est très bien. Donc, en termes de suite, au niveau de l'entreprise, comme je vous le disais, là, on a une petite dizaine de personnes qui ont été formées et qui, du coup, mettent en œuvre. Dans ces équipes-là, on voit qu'effectivement, ces espaces de discussion deviennent un fonctionnement habituel. Ça s'est ancré dans les pratiques, donc ça, on en est ravis. Et comme on est convaincu que ces espaces de discussion, c'est des bons outils en termes de prévention, on vise à essaimer dans l'entreprise en organisant des partages d'expériences de ces premières personnes qui expérimentent auprès de leurs collègues managers. Nous avons là aussi la chance que tous ceux qui ont été formés sont volontaires pour être co-animateurs, donc en support de managers qui voudraient se lancer. Donc là aussi, ça permettra, je pense, d'aller un peu plus vite. Et puis donc, on va intégrer cette formation sur les espaces de discussion dans le parcours de formation de nos managers. Et puis, dernière fierté, puisque c'est sur le thème, c'est finalement qu'on voit que des directions, des équipes qui n'étaient pas du tout dans les équipes de départ qui ont contribué, ont participé à la formation, nous sollicitent. Et donc, on pense que voilà, c'est sur le bon chemin puisque les directions voient l'intérêt de ce type d'outils. Voilà pour ma part. Merci mesdames, je fais juste un point technique. Merci mesdames de votre intervention et d'avoir commencé à illustrer les propos de David, notamment sur les espaces de discussion du travail. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, il y a plein de choses que j'ai bien aimé, mais en tout cas, c'est toujours cette question, c'est, comme vous l'avez dit, je crois que c'est Madame Tronche, sur... Alors, je me mets mes lunettes, je n'y vois rien. Pardon. Sur le comment. Comment on parle du travail. C'est comment passer, si je peux me permettre, comment passer de la discussion de comptoir
à une véritable discussion de comment je parle. Et effectivement, l'EDT est un moyen, l'espace de discussion ou l'espace de délibération, effectivement, on pourra le rebaptiser, est un moyen. Mais c'est un moyen, peut-être que dans le débat on abordera, mais c'est un moyen c'est une méthode. Il y a des règles. Ça ne s'improvise pas, ça se travaille. Et comme vous avez dit, il y a, en tout cas, une fois qu'on enclenche ça, il faut être clair de ce qu'on veut en faire et à quel moment, peut-être des fois, il faut recadrer ou pas la méthode. Mais en tout cas, c'est sur comment j'en discute. Alors, comment j'en discute du travail, là, on a une entreprise de 1000 salariés, là, on va tomber à 20 salariés. Et là, on change complètement de milieu, on va passer donc c'est famille rurale. Donc, vous voyez, c'est c'est les enfants, c'est les adultes, c'est un peu tout le monde. Voilà, donc on est tous potentiellement des clients de famille rurale. Voilà. Juste, donc c'est Madame Sylvaine Dienne qui est directrice donc de famille rurale du Tarn-et-Garonne. Non, du centre social de Montclar de Quercy. Voilà, du centre social du Montclar de Quercy. Là, j'aurais dû dire ça. Qui va nous expliquer. Alors ça, c'est intéressant aussi. Hein, c'est comment passer d'une formation geste et posture classique. Voilà, j'appelle la MSA. Voilà, je veux une formation geste et posture parce que les gens ont mal au dos. Comment, par un autre outil qui s'appelle TMSA, en fait, qui est un outil pour appréhender la prévention des troubles musculo-squelettiques. Comment je passe d'une demande ponctuelle à une démarche beaucoup plus globale pour essayer de réduire la pénibilité. Je vous laisse la parole. Parlez dans le micro. Merci. Bonsoir à tous. Alors donc, oui, je suis directrice du centre social. Je vous explique un peu ce que c'est un centre social parce qu'on ne sait pas forcément toujours qu'est-ce qu'on y met derrière. Donc, on intervient déjà à cheval sur le 81 et le 82. Un centre social, c'est un lieu de proximité qui propose des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre aux besoins du territoire. Il gère des services aux familles et s'adresse à toute la population de la petite enfance aux personnes âgées. Nous sommes donc, nous, gestionnaires d'une crèche, d'un accueil périscolaire, d'un accueil de loisirs pour adolescents. Nous faisons de l'accompagnement à la scolarité du primaire au collège. Nous menons des actions parentalité, du transport solidaire aussi, on fait, des ateliers pour les adultes, etc. etc. Et j'accompagne au quotidien 29 salariés et 8 bénévoles actifs. J'avais sollicité le service prévention de la MSA dans un premier temps pour poursuivre un travail sur l'impact des postures adoptées et du port de charge effectué par le personnel à l'occasion de leurs activités. La prévention des troubles musculo-squelettiques, effectivement. En effet, en 2015, le service santé-sécurité au travail de la MSA avait réalisé 2 sensibilisations de 3 heures sur la prévention des risques liés à l'activité physique auprès des 19 des salariés. Au lieu de refaire une formation, c'est ce que j'ai demandé au début, j'ai appelé le service prévention et j'ai dit, il y a de nouveaux salariés et j'aimerais bien qu'on recommence. Et Mathilde m'a proposé de faire une formation, plutôt une démarche d'intervention nommée TMSA, qui trouvons nos solutions adaptées, qui permet une analyse plus globale que sont les troubles musculo-squelettiques. Elle s'attache à questionner les besoins du moment dans le but de faire émerger des sujets prioritaires et aboutir à un plan d'action en lien avec nos préoccupations. 2 personnes sont co-intervenues sur l'action. Florence Labour, qui est infirmière, ou qui était, infirmière en santé au travail, et Mathilde Caorovio, conseillère en prévention des risques professionnels. La démarche, elle s'est décomposée comme ça. La première phase, ça a consisté à mener un entretien avec l'équipe de direction. L'équipe de direction, elle comprend la directrice de la crèche, la directrice du périscolaire et la référente famille et moi-même. Elle a duré 2h30, cette première phase, et une première partie est guidée par une trame de questionnement. Dans un second temps, nous avons choisi 2 ou 3 thèmes qui nous semblaient pertinents entre douleur, santé et activité physique, environnement du travail, management ou relations de travail, formation et compétences, gestion du temps, outils et équipements, stress au travail.
À chaque thème sont associées des cartes de questionnement et nous en choisissons 2 à 3 et répondons aux questions. En fait, c'est un jeu de cartes qui est proposé avec des questions spécifiques. On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, c'est la découverte. Une deuxième phase a amené à rencontrer les équipes des salariés, donc sans l'équipe de direction, avec déploiement de l'entretien décrit ci-dessous. Ils ont fait la même chose, mais alors il y a eu un premier groupe avec les salariés de la crèche et une autre équipe qu'on a appelée mixte qui avait des représentants de tous les personnels. Chaque groupe, c'était 4 personnes, comme sur le même schéma que l'équipe de direction. Donc, lors de la 3e phase, une synthèse des échanges ou de ces extraits a été présentée, préalablement validée par les participants, et c'est important, ça, je vous le dirai tout à l'heure, mais il a été fait le choix de ne pas forcément tout redire. Voilà. Qui a mis en évidence les priorités de chaque collectif. Ça a été l'occasion de réfléchir à la suite à donner à l'action. Nous avons, à partir de là, en équipe, construit un plan d'action. Il a été finalisé le 5 décembre 2019 et les grandes thématiques du plan d'action qui sont ressorties, ça a été la posture et le port des charges, l'ambiance lumineuse, l'ambiance sonore, le travail sur écran, l'environnement et l'organisation du travail, la reconnaissance et la relation avec les parents. À partir de ces thématiques et des situations, problèmes qui ont été évoqués, nous avons, avec les représentants des équipes de chaque service et de l'équipe de direction, accompagnés par les 2 intervenants du santé au travail, élaboré un plan d'action et proposé des actions ou des solutions pour chaque thématique avec un calendrier. Les solutions, les actions trouvées sont de plusieurs ordres. Achat de matériel par rapport au port de charge. L'acquisition de lits plus légers à la crèche qui a permis de faciliter les décloisonnements et de contribuer à la réduction du bruit. La modification des postures de l'encadrement, reconnaissance, l'amélioration de l'accompagnement des équipes, la réflexion sur l'utilisation des locaux, optimisation de l'espace, la mise en place du télétravail, réponse à l'environnement mais également crise sanitaire. Lors d'un CA, j'ai présenté le plan d'action. Il a été accepté dans sa totalité. La MSA a financé 30% du projet concernant les acquisitions matérielles. C'est-à-dire, il y avait des lits, il y avait au niveau du travail administratif, les repose-pieds, voilà, des tapis de souris également. Et le reste des actions reposant sur des temps de partage, de réunion ou de communication de la pédagogie auprès des parents. Par rapport au plan d'action, nous avons retenu toutes les actions et à ce jour, toutes les actions ont été faites. Il est essentiel en amont de se préparer à accepter les critiques et le retour des équipes. D'autre part, il est nécessaire de lâcher prise aussi en tant que manager. En effet, nous ne pouvons pas nous ne savons pas quand on part sur ce que ça va donner. Ce que va donner cette consultation des équipes. Au début, j'avais demandé une intervention descendante sur les postures. Et nous sommes arrivés à aborder tous les risques de l'activité sans oublier les risques psychosociaux, plus difficiles à mesurer et identifier. Le changement des lits de la crèche a permis immédiatement d'améliorer les conditions de travail des professionnels. Pour le bruit et la chaleur, nous avons réussi à améliorer les conditions de travail des salariés en passant par l'angle des enfants. Et un autre service de la MSA nous a aidés et nous a financés. Pour ma part, les résultats m'ont étonné, mais m'ont permis de modifier et d'améliorer mon management. En effet, il est ressorti des manques dans l'organisation de travail. Même si la parole circule dans notre association, l'intervention d'une équipe et d'une méthode externe à la structure a permis aux salariés d'aller plus loin et d'exprimer plus précisément leurs difficultés. L'accompagnement de la direction a été modifié pour répondre au mieux aux besoins. Il a été entendu, par exemple, sur l'équipe des ados, que le moment de la réunion de préparation n'était pas situé au bon moment dans la semaine, que l'équipe avait besoin de davantage d'accompagnement technique de la directrice. Dans ce domaine de l'organisation du travail, de nombreuses petites modifications ont été mises en place. Modifications sans coût financier pour le centre social, mais qui a permis de diminuer de nombreuses tensions dans l'équipe.
Par exemple, c'était centraliser le matériel dans un même lieu, tableau des activités de la semaine, connaître des activités du collègue, nommer un animateur, gestionnaire des stocks, etc. Des petits détails en fait qui peuvent créer de grandes tensions au quotidien. Il est ressorti que les équipes manquaient de reconnaissance de la direction. J'ai mis en place différents moments pour remercier les équipes. Notamment, je rencontre personnellement chaque salarié dans mon bureau une fois par an. Je leur demande 2 mots représentant l'année écoulée et l'émotion qui s'y reporte. Et ça m'a permis d'avoir un réel baromètre sur l'état de l'équipe. D'autre part, nous avons mis en place une réunion de travail trimestrielle entre toutes les équipes qui a permis de réguler de nombreuses tensions responsables de troubles liés aux risques psychosociaux. En effet, les équipes ne se sentant pas écoutées ni valorisées, la mise en place de ces réunions trimestrielles ont permis de répondre à diminuer ce risque, en valorisant le travail de chaque équipe. En effet, je me souviens avoir entendu « Ah ouais, mais elles aussi, c'est pas simple pour elles aussi. C'est génial ce qu'elles font. » En répondant à leurs besoins immédiats de reconnaissance, une seule et même équipe s'est construite, comprenant des salariés et des bénévoles. Il n'y a plus d'équipe de la crèche, de l'allée, il y a l'équipe du centre social maintenant. Et ça, depuis 2021, c'est acquis et ça ne cesse d'avancer comme ça. Par contre, donc aujourd'hui, cela a un effet sur la performance du centre social. La structure a un projet social et chacun sait qu'il a son rôle à jouer dans le développement et la réussite de ce dernier. Par contre, il est essentiel d'être très clair avec les règles et les intervenants extérieurs en sont garants. En effet, l'équipe de la MSA garantit la confidentialité de ce qui se passe dans les rencontres avec les équipes et ne partage pas les éléments décidés en petite équipe. C'est essentiel pour libérer la parole de chacun. Il faut accepter de ne pas tout maîtriser. C'est un outil de management, car dans mon point de vue, un salarié en forme physique, ce que vous disiez, docteur, c'est évident, mais ce n'est pas toujours si évident que ça, effectivement. Pour moi, c'est évident aussi, mais voilà, un salarié en forme physique et psychique réalisera une meilleure performance dans le cadre de nos missions. Cela veut dire de la meilleure qualité de service. Il me semble essentiel de s'intéresser à la santé des salariés en tant que directrice. Si le salarié n'est pas en forme, il ne peut pas travailler correctement et accomplir pleinement sa mission. Je vous invite à faire l'expérience de ce mode d'intervention qui est en fait personnalisable à toutes les structures parce qu'on part des besoins de chacun. Même si on est dans un secteur qui n'est pas trop représenté ce soir, je crois, mais c'est adaptable à tout le monde parce que les questions, elles s'adaptent à tous les milieux de travail. En conclusion, simplement, je voulais vous dire, il faut prendre tout ça en compte, comme la formation continue, pour permettre de meilleures performances. Comment continuer? La MSA m'a maintenant proposé de travailler sur une approche similaire sur la qualité de vie au travail. Je dis d'accord, parce que je sais que ça aura des effets positifs sur les salariés et sur notre travail. Voilà, merci. Merci. Merci Madame Dienne. Pensez à noter vos questions sur le petit carnet, hein, je le répète. Donc avant de passer la parole à Monsieur Rousseau, juste je voulais dire, en tout cas j'ai bien apprécié quand on dit il faut lâcher prise et laisser l'expression remonter dans un cadre toujours, hein, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais dans un cadre. Mais en tout cas déjà, c'est comme la boîte de Pandore, on ne sait pas trop ce qui peut en sortir. Et c'est vrai que c'est plus facile de demander une formation geste et posture, voilà, ça coûte, voilà, c'est plus facile, ça n'engage à rien. On pense, voilà, la MSA va régler le problème, voilà, par une magnifique gestuelle que nous montrera Mathilde en fin de soirée pour ceux qui veulent, voilà. Donc maintenant, on va changer complètement d'univers, et donc on va aller maintenant dans une entreprise de salaison, donc on va aller dans le jambon, voilà. Le jambon et le saucisson. Donc c'est la compagnie, l'entreprise Compagnie Montagne Noire. Donc c'est Monsieur Rousseau, directeur d'usine, qui va intervenir. Et donc pareil, c'est un peu comme vous, hein, Madame Dienne. Leur demande initiale, c'était pas du geste et posture, c'était de l'échauffement. Voilà. Donc suite en retravaillant un peu la demande avec Monsieur Rousseau, ils ont aussi de manière, alors pas par la méthode TMSA, mais ils ont aborder aussi cette question de manière plus large pour traiter la pénibilité de manière globale, parce qu'il y a aussi dans
dans l'entreprise, dans cette entreprise, comme dans beaucoup d'entreprises, il y a toujours ce souci de plus en plus accru, même de comment faire venir les gens dans l'entreprise, et ceux que j'ai, comment les garder, et comment éviter qu'il y ait des accidents et que je perde cette ressource humaine. Voilà. Je laisse la parole à monsieur Rousseau. Le micro. On a les diapos? Ah ben non, on ne les a pas parce qu'il y a eu le problème de... Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Dominique Rousseau, je suis le directeur donc, du site d'Albi. Je remercie aussi ma collègue Corinne Labitte qui est responsable, qui est présente, qui est responsable RH du pôle SEC Montagne Noire. En deux mots, donc Montagne Noire. Donc Montagne Noire, donc c'est 3 sites de production, un à Albi, où on est spécialisé dans la fabrication du jambon sec et des produits de salaison, un à Durfort, à côté de Revel, où ils fabriquent du saucisson, et un autre à Narbonne, où on fait tout le tranchage, le conditionnement et l'expédition. Donc au total, les 3 sites, 450 personnes sur les 3 sites. On va parler particulièrement d'Albi. Albi, 120 personnes. On a 80 permanents. On a 20 tâcherons. Alors les tâcherons, où on appelle des désosseurs, c'est comme vous voulez, c'est ceux qui vont désosser le jambon. Et on a une vingtaine d'intérimaires. On a énormément investi depuis 2017 parce qu'on est sur un métier très pénible. Hein, c'est des produits secs. À savoir, pour faire un jambon, il faut minimum 10 mois d'âge. Pendant 10 mois, ils sont dans les séchoirs. Donc, c'est compliqué ensuite à désosser. Et donc, on fait tout ce qui est Copa, Pancetta en parallèle, où on fait 2700 tonnes par an aussi de ces produits. La difficulté que l'on a, donc on a beaucoup investi en 2017 sur du matériel. On a pris du matériel ultra performant. Je pense que sur notre site à Albi, on a du matériel que vous n'allez jamais retrouver en France. Donc on a essayé de beaucoup automatiser les choses. Le seul problème, c'est que pour désosser un jambon, on peut avoir toutes les plus belles machines. Il nous faut les bonnes personnes. Donc on a bien évolué pendant 4 ans. Pour juste vous donner une idée, on faisait 9000 jambons par semaine. Donc quand je dis 9000, c'est-à-dire qu'on fabrique et on va les désosser. Et on s'est aperçu fin 2021 qu'on était limité. On avait beaucoup de demandes. Juste pour info, on est les premiers au niveau des ventes, au niveau national, en termes de volume par rapport au label rouge. On fait beaucoup de labels rouges, un produit de qualité, et donc on avait beaucoup de demandes. Donc là, fin 2021, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher d'autres volumes, et surtout pour pouvoir le faire dans les bonnes conditions, parce qu'on peut voir qu'on était en limite. À savoir qu'on n'a pas de turnover chez nous, mais par contre, on a une population qui était vieillissante. Donc là, on a contacté Monsieur Millet, donc de la MSA, Madame Marty aussi, de la médecine du travail, qui sont venus et qui nous ont dit, nous, on peut vous aider. Donc on était plus que satisfaits. Donc là, il y a une étude ergonomique qui s'est mise en place, donc début 2022, qui a duré jusqu'au mois de novembre 2022, donc ça a été assez long. Ça a été long, mais c'était bon. En fait, on a assoupli la réalité de tout ça, c'est qu'on a assoupli la pénibilité pour nos désosseurs. On a pris du volume supplémentaire, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus à 9000 jambons par semaine, mais on est à 11 000. Donc ça, c'est favorable, avec toujours les mêmes personnes. On n'aurait pas fait, ce travail n'aurait pas été mis en place. On se serait posé la question demain, avec une population vieillissante, comment on désosse. Donc il n'était pas question de faire externaliser la ligne.
il fallait qu'on garde l'activité sur le site. Donc là, il y a un gros travail qui a eu lieu. Donc on a démarré, on a fait, je remercie fortement en tous les cas Monsieur Millet et Madame Marty qui nous ont formidablement aidés. On a essayé plein de choses, hein. On a essayé des exosquelettes. Donc ça n'a, chez nous, sur des postes, ça a été favorable, d'autres moins. Enfin, pendant 9 mois, on a fait beaucoup de choses. Donc ça, c'était intéressant. On a fait des exercices d'échauffement aussi, hein, pour réduire les TMS aussi. Plein de choses ont été faites. La finalité de tout ça, c'est que il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été faits, qui ont été effectués, des tapis, des tables, des méthodes de travail un peu différentes, sans aucun investissement. Donc la réalité, elle est là. On est arrivé à faire plus de volume, plus de jambon, dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, on sollicite beaucoup moins les personnes que quand on faisait 2000 jambons de moins. Donc ça a été une réussite totale. Pour faire la démarche, on a impliqué tout le monde au départ, que ce soit donc les tâcherons, l'encadrement, les salariés concernés, les membres du comité d'hygiène, les responsables d'atelier. On a intégré tout le monde dans la démarche. Et bien sûr, on a eu un soutien sans faille de la MSA par rapport à tout cela. Les craintes qu'on a pu avoir, c'est à chaque fois qu'on fait des changements, des habitudes de travail. Au départ, on a toujours la production quand même qu'il faut faire tous les jours. Et c'est un peu les craintes qu'on avait. Quand je vous dis une population vieillissante, c'est 50 ans et plus. Et c'est pas facile de faire changer les habitudes. Surtout avec des gens qui sont qualifiés, hein, c'est-à-dire des gens qui savent tenir un couteau et des professionnels. Mais ça a bien fonctionné. Donc, les bénéfices qu'on a eus donc, en aménageant des postes de travail en amont et en aval de la chaîne de découpe, sans investissement. Donc ça, c'est important aussi. On a augmenté l'efficacité tout en préservant la santé et la sécurité des opérateurs, parce qu'on a diminué fortement les charges physiques, du coup, les reprises. On avait beaucoup de reprises de produits aussi dans notre process, et les postures. Donc ça a été favorable par rapport à ça. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, les gens sont plus que contents. Et je sais qu'ils sont plus que contents, puisque on a des... que ce soit des agences d'intérim ou Pôle emploi ou autres, on est très sollicité pour venir travailler chez nous. Donc c'est bien une belle réussite. Alors ça ne vient pas tout seul. Hein, tout à l'heure, vous parlez de communication. On communique fortement. Hein. Je pense notamment aussi au travail des RH, hein, qui répondent tous les jours avec efficacité aux demandes de nos salariés. On fait des réunions hebdo. Moi-même, je suis tous les jours dans les ateliers avec eux. Voilà, on lâche jamais rien. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou autres. Asseyez-vous là maintenant, vous n'allez pas vous échapper deux fois. Ouais. Donc je vous remercie pour l'intervention. Ce que j'ai bien aimé en tout cas une phrase que vous avez dit dans vos propos, et ça montre l'intérêt de ces outils EDT, TMSA, ergonomie, c'est dit on a fait des investissements, on a modifié le process de travail avec des ressources qu'en interne,
ça nous a rien coûté. Et justement, avant de vous laisser la parole aux questions, la plupart des outils que vous avez présentés, c'est ça par rapport à l'observation, par rapport à l'expression des gens, par rapport au savoir et aux connaissances, comme vous avez dit, sur le couteau, les gens, ils savent tenir un couteau. Souvent, la réponse, on peut l'avoir en interne sans forcément investir. Et ça va être sans que ça nous coûte plus cher pour régler le problème. Et souvent, c'est juste peut-être de modifier le process qui va permettre de réduire les gestuels, la pénibilité du travail. Je suis content que vous recrutiez des gens dans votre entreprise. Alors maintenant, vous avez tous écrit des questions, j'imagine. Hein, alors, ça va bientôt partir. Moi, j'avais juste quand même, par rapport aux différents thèmes qu'on a évoqués, moi, j'ai vu, il y a quand même 4 idées qui ressortent, hein, en tout cas, dans ce qu'ont dit les différents intervenants, c'est que, en tout cas, pour engager une action, déjà, il faut tout simplement avoir, ça va être la palissade, mais en tout cas, d'avoir une demande précise, de savoir sur quoi je veux travailler. C'est quoi la problématique chez moi? Autrement, on va tourner en rond. Après, comme on l'a vu différemment, c'est des outils. Il existe des outils, des méthodes, il faut les mettre en œuvre, c'est un cadre. Souvent on dit la prévention, c'est le bon sens. Non, c'est pas le bon sens. La prévention, c'est une méthode. C'est comme tout métier d'entreprise, il y a des méthodes, il y a des outils. Ensuite, ce qui est ressorti, ils ont réussi à montrer en tout cas l'interconnexion entre vraiment la santé et la performance. Chacun à leur niveau. Mais ça existe. Dans 3 entreprises complètement différentes. On va dire, allez, la high-tech pour aimer ça leur fera plaisir. La relation à la personne, c'est le plus dur. On y arrive aussi, et on n'est que 20. Et après, je dirais, une entreprise de production où le gramme de jambon est compté. Donc, on peut y arriver, c'est quelque chose qui arrive. Et après, par contre, c'est, Madame Diane l'a dit, hein, je dirais, mais c'est la solution, on ne la connaît pas. J'ai le problème, je ne sais pas comment je vais faire. Ça va être dans le cheminement que je vais trouver la réponse. Et après, il faut que cette réponse soit partagée, comme l'a dit M. Rousseau ou les représentants d'IMESA. Et c'est ça qui est intéressant dans les expériences que vous avez menées. Maintenant, ils sont là, ils attendent vos questions. Qui veut se lancer? Alors, celui qui lève la main, celui qui prend la question, juste le micro, on parle bien dedans. Alors, et je vous laisse. Alors, de manière générale, si vous avez déjà ciblé une personne, hein, vous dites, comme, voilà, bon, je ne sais pas pour qui c'est, mais... Je voudrais juste dire un mot. Vous voyez, dans les trois cas, là, en fait, ce qui se passe, c'est que les managers ou les décideurs, peu importe le nom qu'on leur donne, ils sont sortis de leur zone de confort au final. Pour arriver à faire le point, hein, il faut avoir l'intelligence, la volonté de ce petit lâcher prise aussi. C'est pas évident parce qu'il y a des choses qui vont vous remonter, qui vont peut-être pas vous plaire. Donc il faut avoir un peu de courage, hein, et donc sortir de sa zone de confort. Mais si on sort pas de sa zone de confort, alors on reste dans ses certitudes, même si elles sont parfois mauvaises, et on n'avance pas et on fait pas avancer l'entreprise. Et ça, il faut l'avoir en tête. C'est un peu douloureux parfois de faire un point sur sa propre entreprise, de prendre le temps, de prendre la hauteur nécessaire. Et pourtant, c'est absolument indispensable si on veut améliorer la qualité de la vie professionnelle de vos collaborateurs et en cascade améliorer la performance. Puisque les managers, quelque part, quand même, leur objectif final, c'est quand même la performance. Mais les deux sont liés en réalité, hein. Mais il faut sortir de sa zone de confort. Alors je me lance. Alors moi j'avais une question à M. Rousseau. Donc vous êtes une entreprise industrielle. Donc si j'ai bien compris, sans investissement, vous avez réussi à augmenter votre production. Donc votre chiffre d'affaires, peut-être vos bénéfices. Est-ce que vous avez récompensé financièrement les salariés? Est-ce qu'ils vous l'ont demandé ou vous l'avez fait ou pas naturellement? Alors, donc Montagne Nord, on fait partie d'un groupe. Donc c'est le groupe Coperle.
C'est une coopérative où on est 7000 personnes. On a beaucoup d'avantages. Les salariés ont beaucoup d'avantages. Juste pour vous donner, je ne peux pas vous dévoiler ce qu'ils ont, mais aujourd'hui, on a tous des objectifs au trimestre. Et vous pensez bien que quand vous passez de 9000 jambons à 11 000 jambons, ça veut dire que le job il est bien plus que fait. Et donc les gens sont récompensés sur la production qui est faite. Donc au-delà aussi, sincèrement, au-delà de la pénibilité et tout ce qu'on a fait, si les gens se sentent bien chez nous, c'est en quelque part aussi, c'est qu'ils ont ce qu'ils méritent aussi. Toujours Monsieur Rousseau. C'était savoir, donc vous avez dit, là maintenant vous faites les réunions hebdo, et donc ça veut dire qu'elles n'existaient pas auparavant, ou c'est plus sur des thématiques concernant tout ce qui gravite autour de la prévention? Alors, les réunions hebdo chez nous existaient depuis tout le temps. La seule chose, c'est que depuis 2 ans, on s'est beaucoup structuré au niveau des services support. Donc aujourd'hui, chez nous, sur Albi, on a une personne qui est dédiée aussi à la sécurité, à la santé, on a des services qualité, on a beaucoup de services support. Et du coup, tout le monde a droit à la parole, tout le monde c'est un moment d'échange. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication. Il y en a beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de monde aussi. Mais c'est des choses qu'on fait tous les jours. La réunion hebdo formelle, c'est 1 fois par semaine. Mais croyez-moi que pour que les gens soient bien et qu'ils répondent bien à nos attentes aussi, c'est à nous à montrer l'exemple. Moi, le premier, j'arrive avant les autres. Je suis dans les ateliers le matin, je suis avec eux, je sais toutes les problématiques et je n'ai pas besoin d'attendre 1 semaine pour lever les problèmes qu'ils peuvent avoir. Oui. Mais on fait beaucoup de communication. Suite à votre démarche, vous avez dit que vous aviez différentes équipes qui chacune vivait de son côté, un peu, et qu'au final, après avoir amélioré les conditions, vous avez créé un esprit d'entreprise, entre guillemets, hein, en ce qui vous concerne. Est-ce que vous, dans vos entreprises respectives, vous avez noté la même chose, c'est-à-dire une certaine fierté d'appartenance? Vous avez développé une certaine fierté d'appartenance, qui est quand même un des axes majeurs aussi de la performance au travail. Donc c'est une question collective. Je veux bien compléter. J'ai trouvé effectivement une similitude dans nos 2 témoignages. Alors, c'était peut-être pas au niveau de l'entreprise, mais en tout cas au niveau d'une équipe là, dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y avait 3 populations qui chacune était issue d'une des 3 entreprises, grosso modo, qui ont fusionné. Et elles avaient l'impression effectivement de se connaître, de savoir ce que faisaient les autres, de connaître leurs contraintes, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ce qu'on a pu entendre en fait comme finalement surprise de découvrir dans le détail les activités des uns des autres, oui, effectivement, je pense qu'il y a une grande similitude sur le résultat, en tout cas, ouais. Moi, j'avais une question sur la méthode pour l'espace de discussion.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus sur comment c'est mis en place, comment c'est composé, qui intervient? Alors, vous avez combien de jours devant vous? Non, non, mais peut-être, parce que effectivement, et parler, hein, Hélène, il faisait référence de la formation qu'on a pu mettre en œuvre avec dans des publics parfois de préventeurs, des publics de managers. D'ailleurs, saluer aussi, c'est toujours bizarre quand les gens sont là, mais dire que voilà, la dimension aussi précurseur, hein, de IMSA qui s'est lancée sur leur propre terrain, en tant eux-mêmes que managers. On parlait tout à l'heure de lâcher prise. Là, effectivement, tu vois, parce que nous, psychologues, ergonomes, on conseille les autres, vous devriez faire ça, c'est toujours plus facile que de l'appliquer sur son propre terrain. Et donc, on est sur une formation qui était assez poussée pour justement... Alors, il y a à la fois la dimension de la méthode, il y a toute la dimension de la préparation, les conditions à respecter. Philippe a insisté là-dessus plusieurs fois. On a parlé un petit peu de quoi on parle, donc bien se centrer sur les questions du travail, de réussir à poser des règles en termes de confidentialité, d'écoute mutuelle, et de savoir avoir la posture en tant qu'animateur pour faire respecter ça. C'est pour ça que, ça a été dit à un moment donné, c'est facilitant quand il y a un animateur externe. Ça peut aussi se développer, on y arrive parfois aussi en interne, mais souvent c'est des salariés ou des encadrants de proximité, par exemple, qui ont eux-mêmes participé à des espaces de discussion, qui, à travers ça, ont découvert un certain nombre de méthodes, et puis, petit à petit, se sont sentis suffisamment à l'aise pour l'animer. Donc, il y a la méthode en elle-même, je ne contourne pas la question, on va dire deux mots là-dessus, mais il y a aussi tout ce qui va autour, tu vois, c'est de cadrage des débats, à un moment donné, on est dans le non-jugement. Si quelqu'un intervient en marquant son désaccord avec son collègue de façon jugeante, tu vois comment on se sent suffisamment à l'aise. Donc là aussi, ça peut passer. C'est pour ça qu'on passe par la formation, parce que on va faire des mises en situation, on va simuler les espaces pour se sentir. Tu vois, il y a lâcher prise aussi. On disait du hiérarchique, mais aussi de ceux qui participent à l'espace, de ceux qui l'animent. Et donc la méthode, elle vient pas au début du processus. Elle vient une fois qu'on a défini la demande, ou en tout cas les objectifs. Philippe disait, on n'y va pas sans demande. Alors parfois il y a une demande qui est explicite, parfois il n'y a pas forcément de demande. Ce qui est aussi intéressant parce qu'en fait des tensions dans le travail, des difficultés, il y en a tout le temps. Si on peut se dire tout va bien, il n'y en a pas, parfait. Mais moi, je veux venir voir, j'ai jamais vu un terrain comme ça. Il y en a. Parfois, ils ne sont pas révélés parce que, peut-être, espérons-le, ils n'ont pas pris une telle importance que, on est obligé d'intervenir dessus. On intervient dans un contexte dégradé parce qu'il y a énormément de tensions. La méthode des fiertés, frustrations, par exemple, qu'évoquait Hélène, là, on va chercher ce qui préoccupe les personnes à l'instant T. Au moment où on échange avec eux, il n'y a pas forcément, tu vois, un gros problème qui nous a été remonté. Et quelque part, c'est peut-être plus facile de lancer les espaces de discussion dans un contexte qui n'est pas dégradé. Mais, tu vois, la méthode, celle-ci, elle s'applique bien quand on ne sait pas finalement, on n'a pas fait de diagnostic avant, on ne sait pas vraiment sur quel problème on veut aller. Eh bien, lâcher prise maximum, mais on part vraiment, on ne sait pas ce que les gens vont dire, et puis on part de leurs préoccupations du moment. Autre méthode, on a évoqué l'instruction SOSI. Vous avez vu ça notamment quand on constate qu'il y a un besoin de connaissance mutuelle, de connaissance et de reconnaissance, parce que je pense que ça a bien été dit à travers les témoignages. Encore une fois, cette reconnaissance et ce respect, ce n'est pas un mot dans le vide. Ça vient du fait que je connais bien mon collègue et plus je vais connaître ses difficultés, ses enjeux, ses compétences, plus ça va être naturel pour moi. Voilà. Donc ça, c'est une méthode qu'on va particulièrement mobiliser quand on va avoir cette question-là. On a d'autres méthodes pour juste les évoquer comme ça, comme la méthode qu'on appelle du double tour. Donc c'est simplement un double tour de table, simplement, mais qui en réalité est assez codifié, qui est une méthode assez cadrante et qu'on va utiliser, par exemple, quand on va devoir discuter en gros d'une patate chaude, d'un sujet compliqué. C'est pour ça qu'un espace de discussion, c'est pas juste une réunion, quoi. Et si tu lances ça comme ça, tu sais qu'à peu près tout le monde va se couper la parole, ne pas s'écouter. Ça, c'est une méthode qui va nous permettre de mettre en discussion dans un groupe un sujet où on sait que les divergences sont très fortes, mais avec une méthode très cadrante qui va forcer l'écoute, ou en tout cas qui va favoriser la posture d'écoute chez tous les participants. Mais du coup, il faut bien connaître son contexte, les objectifs qu'on va vouloir entamer, et puis là, du coup, tu as une batterie de méthodes et d'outils que tu peux utiliser en fonction de ce qui correspond le mieux à ce qui est identifié comme objectif, comme contexte. Il y a peut-être une règle générale
les espaces de discussion à 40, ça ne marche pas bien, quoi, hein. Donc en général, si on a un gros effectif, on va le découper en un certain nombre de sous-groupes. On a aussi des méthodes qui nous permettent de travailler en sous-groupe, mais de partager en grands groupes. Parce que quand tu fais tout en sous-groupe, ben, chacun ignore ce que l'autre a fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, de façon à ce que le travail de chacun soit vu par les autres. Mais effectivement, il y a toute une ingénierie de la discussion à mettre en œuvre. Oui, peut-être appuyer sur le fait que ça se prépare effectivement beaucoup. C'est du temps de préparation, du temps de réfléchir effectivement par rapport à l'objectif, quels sont les outils qu'on va mobiliser qui sont les plus pertinents, réfléchir à la logistique, peut-être en amont expliquer aux participants ce que c'est un espace de discussion pour qu'ils ne soient pas surpris. Voilà. Et puis toutes les règles, j'ai envie de dire, qui s'appliquent quand on a un groupe comme ça de discussion ou de travail en termes de non-jugement, ça a été dit, de respect je sais pas, de la parole, de l'écoute, que ça peut rester confidentiel si le cadre l'exige. Il y a un certain nombre de préalables. Voilà, nous, je sais qu'effectivement à chaque fois on a pris un temps pour présenter au groupe ce que c'était l'espace de discussion. Et dans un deuxième temps, on rentrait dans le vif du sujet, par exemple. Voilà. Et puis un temps de débrief aussi. Alors, moi, je conseille la co-animation, hein, l'animation tout seul, même si c'est un petit groupe, je pense que c'est pas évident. Et donc, c'est important de préparer à 2 ou à 3, et puis de débriefer derrière aussi, parce que pour l'instant, mais c'est peut-être une exception, mais on n'a pas su traiter un sujet en une fois. Voilà. Donc, c'est important de débriefer pour bien préparer la deuxième fois. Ça. Peut-être d'ailleurs préciser en rebondissant, il y a quand même un schéma classique qu'on retrouve souvent, hein, c'est voilà, un premier temps où on analyse le problème, les difficultés, où chacun s'exprime dessus. Un deuxième temps où on a des méthodes spécifiques de recherche de solutions, hein, et de solutions collectives, parce que là aussi ça nécessite d'être outillé pour que ça soit efficace. Donc d'où le fait qu'on fait souvent en 2 temps différents. Et puis sur une temporalité, alors il y a d'abord les contraintes de l'activité, hein, parce que voilà, est-ce qu'on peut interrompre toute une équipe de travail pendant 1 heure, 2 heures, ou est-ce que l'activité doit être en continu? Donc on va forcément s'adapter à ce qui est possible, mais souvent 1 à 2 heures c'est bien, parce qu'au-delà de 2 heures, de toute façon, tu as une fatigue qui déjà c'est souvent pas possible, et puis tu as une espèce de fatigue, donc il vaut mieux reprendre un temps à un autre moment. En deçà d'1 heure, tu risques de rester un peu en surface de la compréhension et de l'analyse, ou alors on va mettre des solutions sur un post-it, mais on n'aura pas le temps de travailler à dire mais c'est quoi les limites de cette solution-là, comment est-ce qu'on la mettrait en œuvre. Donc 1 à 2 heures, c'est un bon cadrage. Une autre chose aussi, c'est que, alors ça tout va dépendre, mais ça peut être pertinent que vous commenciez à mettre en place l'espace de discussion dans des collectifs de pairs, hein, donc un même niveau hiérarchique, PAIRS, hein, un même niveau hiérarchique. Et puis voilà, qui peuvent à la fois ne pas se connaître tant que ça, instruction sosie, mais qui néanmoins, appartiennent. Et puis voilà, ils analysent d'abord leur travail, ils y réfléchissent, ils font émerger des réflexions, des solutions. Et là, on fait intervenir progressivement la chaîne hiérarchique dans l'échange. Pourquoi? Parce que c'est aussi un objectif de se sentir légitime à s'exprimer sur son travail, déjà, devant ses collègues. Ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et se sentir légitime à s'exprimer sur son travail et à proposer des choses devant son chef. Et même si on s'entend bien avec son chef, c'est pas forcément... Voilà. Donc ça, c'est aussi une préconisation, voilà, que les gens soient à l'aise, libèrent un peu la parole déjà entre eux, pour qu'ils se sentent à l'aise ensuite devant la hiérarchie, devant d'autres services. Le temps que vous trouviez une autre question ou du courage pour poser une autre question, on vous communiquera par mail un résumé plus précis sur la méthode des EDT pour ceux que ça intéresse, ainsi que la méthode de l'outil qui a été utilisé à Famille Rurale, TMSA. Donc là, comme ça, vous l'aurez, on reprendra tous ces points-là. Donc maintenant que j'ai dit ça, donc la question suivante, c'est Madame Marty, docteur Marty. Bonjour. J'aimerais juste savoir si vous avez constaté une diminution des arrêts de travail après toutes ces interventions. Juste nous concernant nous,
On est au départ, depuis si je prends les 5 dernières années, on était très, très mauvais élèves, parce qu'on on avait beaucoup d'accidents du travail, on avait beaucoup de TMS, et pour finir 2022, on n'en a pas eu un. Donc ça veut dire que tout le travail a bien été fait, mais on n'était pas très bon au départ, quoi. Voilà. C'est ce qui permet de progresser. Alors, pour notre part, honnêtement, je sais pas dire, je pense. Puis vous l'avez vu, hein, on est pas à pas. Donc le volume de personnes qui ont expérimenté ces espaces de discussion vis-à-vis du volume global, je sais pas, c'est moins de 10%. Donc c'est difficile encore de pouvoir noter un résultat sur cet aspect-là. J'avais évalué le taux d'accident de travail et d'arrêt maladie en 2019. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il était déjà faible. Et il n'est pas très important non plus, quand même, chez nous. Au moins, il n'a pas augmenté, quoi. Voilà. Voilà. On a peu d'accidents de travail. C'est peut-être sur des petits arrêts de travail parfois, oui. Où les gens ont besoin juste pour la récupération, on le voit. Et parfois, ce sont ces petits arrêts de travail qu'on voit diminuer au fur et à mesure où les conditions de travail s'améliorent. Puis on rigole en disant que ça n'a pas augmenté les arrêts, mais n'empêche qu'il peut y avoir aussi, sans qu'ils soient forcément négatifs, des effets inattendus. Par exemple, quand on fait de la formation à l'épuisement professionnel, on amène du coup les personnes à prendre conscience de leur état d'épuisement professionnel, du fait qu'elles vont au-delà de leurs limites. Alors évidemment, si on en reste là, c'est un mauvais signe, mais ça peut passer par une phase, finalement, d'avoir, à grande échelle, en tout cas sur des grosses structures, moi j'ai une structure en tête, où on a à court terme une augmentation, en réalité, des arrêts et des courts arrêts, parce qu'en fait, les personnes se préservent. Par contre, on voit assez vite, on peut avoir des mécanismes de compensation, c'est-à-dire une augmentation des courts arrêts, mais une réduction des arrêts longs, parce qu'ils se sont peut-être arrêtés suffisamment tôt. Et quelque part, voilà, ça ne veut pas dire aussi qu'il faudrait tout freiner si à un moment donné, vous lancez des choses, vous libérez la parole et que ça crée ça aussi, parce que ces petits arrêts, c'était aussi un indicateur pour la structure, d'essayer de voir où est-ce qu'ils se concentraient et de se dire qu'au-delà de la sensibilisation individuelle à l'épuisement professionnel, il fallait peut-être qu'on aille un peu plus sur les causes qui amenaient les personnes à être en épuisement. Donc parfois, ça peut être un bon moteur aussi. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose de bien, mais... Voilà. Parfois, il faut investir dans du matériel, d'accord, mais globalement, de ce qu'on entend là, et plus généralement de ce qu'on voit, nous, en médecine du travail, et vous aussi, les conseillers en prévention, je pense que c'est souvent indolore au niveau pécuniaire. Hein. Et puis pas à pas. Oui. Je peux pas dire ça. On expérimente. Alors, je ne veux pas les contredire, hein, on est la même équipe, mais quand même, prendre le temps de le faire, ça coûte de l'argent. Mais à l'entreprise, ça coûte de l'argent. Malgré tout, ce que vous voyez, c'est que c'est pas une charge à perte, c'est un vrai investissement. Voilà. On va conclure. Juste avant quand même, si on vous a présenté donc le témoignage de ces 3 entreprises plus l'intervention de David Castel, c'est comme pour ces 3 entreprises, si vous avez des demandes en lien sur ces problématiques dans vos structures, on est là pour vous accompagner. Alors il y a certaines entreprises qu'on a déjà accompagnées qui sont parmi vous, mais on est là à vos côtés. N'hésitez pas de nous solliciter et on essaiera avec vous de vous aider pour ouvrir cette boîte de Pandore et de trouver le meilleur qui pourra en tout cas allier santé et performance de l'entreprise. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nos intervenants ont réussi à nous montrer que c'était faisable. Ce n'était pas forcément facile, c'était un parcours qu'il fallait faire. Comme l'a dit Philippe, il faut sortir de sa zone de confort, l'encadrement, mais aussi le salarié quand on fait ces espaces de DT, de parler devant ses pairs. C'est pas facile de dire comment je fais mon travail. On va montrer comment secrètement je fais des choses. On n'a pas forcément envie de montrer toujours comment je fais.
On dit, bon, voilà, le résultat, pourquoi tu veux savoir comment je fais? Et le DT, les EDT, TMSA, les études ergonomiques ont pour but de mettre en évidence le comment je fais et la richesse de comment on le fait. Donc voilà. Mais en parlant de richesse, je vous invite à aller déguster des produits locaux. Donc je sais qu'il y en a qui sont très impatients. Alors rassurez-vous, c'est un buffet, donc on n'est pas assis. C'est quand vous voulez partir, vous partez. Il n'y a pas, nous on restera jusqu'à la fin, mais bon, il y a aussi quand même des limites, voilà. Donc, on vous le fera savoir quand on commencera à démonter tranquillement les kakémonos. Mais voilà. Donc, mais avant d'aller manger, dernier petit travail qui vous attend, c'est nous avons Monsieur Pongy qui va déambuler parmi vous et qui risque de vous poser quelques questions, savoir ce que vous en avez pensé, et il risque de croquer. Et il risque de croquer vos idées. Donc voilà, pendant que vous croquerez la pomme. Je ne sais pas s'il y a des pommes, on verra. Sur ce, en tout cas, au nom de la MSA, si je peux me permettre, on vous remercie d'être venu. On vous dit à bientôt dans vos entreprises. Vous avez fait aujourd'hui l'effort de venir nous voir dans ce magnifique cadre. Vous avez vu, regardez-moi comme c'est joli. Et nous viendrons chez vous pour aussi profiter de votre magnifique cadre professionnel. Et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt et à table. Non, madame, attendez, pardon. Non, Sophie, alors juste quand même, vous n'êtes pas présentée tout à l'heure, c'est quand même directrice adjointe. Oui, non, mais alors Philippe Millet est très bavard, hein, mais il dit des choses intéressantes, heureusement, sinon ce serait insupportable. Non, juste en petits mots. Alors voilà, merci aux équipes MSA qui ont quand même permis la réalisation de cette réunion. Merci à nos intervenants. Alors j'avais pas prévu une phrase intelligente, mais finalement Philippe Millet l'a dit. Donc pour conclure la chose, je vais pas le dire. Profitez de l'espace justement qui va vous être offert pour discuter, poser des questions, discuter entre vous. Et alors, au-delà de ces outils qu'on vous a présentés, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous solliciter, vraiment. Même si on n'a pas la réponse directement, on pourra ou vous diriger ou co-construire. Enfin, n'hésitez pas. Voilà. Cette conférence a été un réel succès. Elle a bien démontré l'importance de la prise en compte de la santé des salariés sur les capacités d'amélioration des performances des entreprises. C'est une édition à l'évidence à rééditer.